Hola, buenas Bonjour tardes. à tous. Bueno, Alors, perdonad esta pequeña demora. désolée de cette petite, Vamos a comenzar con la attente. On va sesión. commencer maintenant notre webinaire Bueno, antes de et comenzar, juste avant de quería contaros commencer, que je tenemos voulais vous dire que habilitados nous la avons traducción habilité un simultánea al castellano service y al de traduction francés. simultanée En en la parte espagnol et inferior de la français. pantalla En tenéis una bas, barra de menú vous avez une donde barre hay de acciones menu et là, vous multidimensional. pouvez, trouver un Si petit clicáis globe et encima, si os vous dará la cliquez opción de dessus, seleccionar la vous pista pourrez, de audio para seguir el tiempo, suivre ya sea l'événement en soit en castellano o en espagnol, soit en francés. français et bien Y sûr, vous podéis pouvez empezar. le suivre en bilingue sans cliquer sur Alors, je l'interprétation. disais en espagnol avant de commencer, je voulais vous informer qu'on a activé une option de traduction simultanée. Vous avez ici en bas la barre de menu et vous trouverez là-bas une icône. Et en la cliquant, vous avez l'option de choisir la piste audio en français ou en espagnol. Vous pouvez suivre l'événement en bilingue aussi. Maintenant, je vais continuer en espagnol et vous pouvez, comme je vous ai dit, cliquer sur ce cercle et choisir l'option en français pour suivre cette session. Alors, j'ai dit cela, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire qui est organisé par le Réseau européen de médecine d'urgence et des catastrophes, EGALURG, et donc pour voir les situations d'urgence et de catastrophe dans les communautés isolées des deux côtés des Pyrénées et qui peut se développer grâce à Interreg. Je m'appelle Bidat et je suis technicienne de communication à Navarra Biomed. Dans le projet EGALURG, la journée d'aujourd'hui se structurera en 4 interventions. Ensuite, il y aura un petit temps pour des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions-réponses dans le chat ou dans l'application questions-réponses qui est aussi disponible dans la barre de menu en bas. Les responsables de ce projet, des régions impliquées qui nous accompagnent aujourd'hui, vont expliquer les clés de cette initiative innovante, les défis et aussi quels sont les succès pour l'amélioration des soins sanitaires, qui est bénéfique autant pour les patients que pour le personnel d'un environnement sanitaire. Avant de donner le micro à la première oratrice, je voulais juste rappeler aux gens qui se sont connectés un peu plus tard que vous pouvez écouter l'audio en français ou en espagnol. Donc, dans la barre de menu, sur l'icône, vous pouvez écouter en Je espagnol ou en disais pour les français. personnes qui se sont connectées un peu en retard que vous avez l'option de choisir la piste audio ici en bas dans la barre de menu. Et vous pouvez choisir la piste audio en français ou en espagnol ou en bilingue. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Vanessa Ouzé-Serfon, notre première oratrice, qui est directrice du projet EGALURG et qui est aussi coordinatrice de recherche du SAMU 31 dans le centre hospitalier universitaire de Toulouse et donc qui est l'entité leader du projet. Vanessa, vous avez la parole. Bonjour, merci Bidats. Donc, comme disait Bidats, je suis chef de projet d'EGALUR. J'ai également coordinatrice de recherche au pôle de médecine d'urgence du CHU de Toulouse. Alors, je vais vous partager donc ma présentation. Voilà. Donc, qu'est-ce que finalement le projet EGALURGE? Je le mets, voilà. Donc, il s'agit d'un projet européen transfrontalier. Donc, notre objectif principal, c'était de créer un réseau opérationnel de coopération transfrontalière en médecine d'urgence et de catastrophe pour favoriser l'égalité d'accès aux soins d'urgence des populations. Donc, nous avons reçu le financement en décembre 2019. C'est un projet qui a nécessité 3 ans de maturation puisqu'il a vu le jour dès 2016. Et donc, la fin du financement est prévue pour mai 2022. Donc, c'est dans le cadre du programme Interreg POCTEFA 2014-2020 que nous avons reçu ce financement, qui associe les 3 pays frontaliers qui sont la France, l'Espagne et l'Andorre. Nous avons obtenu un financement de 2 343 192 € avec 65% de part FEDER. Ce projet rentre aussi en globalité il s'intègre dans le CRC, qui est le Centre de réponse à la catastrophe, qui a été inauguré en septembre 2019 par le professeur Vincent Boone, donc qui dirige ce CRC, qui est multi-organisme, qui comprend les pompiers, la préfecture, l'ARS et
l'université. Vous avez ici présenté donc une carte avec les différents partenaires, donc les 4 bénéficiaires ainsi que les différents associés, donc en tout 17 associés. Donc on a le CHU de Toulouse en partenaire principal, le centre hospitalier de la Côte Basque qui est donc sur Bayonne, ensuite la Navarra Biomed qui est à Pamplune en Espagne et enfin le SEM qui est en Catalogne à Barcelone. Et autour gravitent donc les 17 partenaires associés et on inclut donc en plus 2 autres territoires qui sont l'Aragon et l'Andorre. L'objectif, donc comme je le disais, l'objectif général du projet, c'est de structurer une organisation cohérente des soins dans les territoires pyrénéens, donc pour assurer une égalité d'accès aux soins d'urgence pour les populations isolées, celles qui sont victimes d'accidents graves, individuels ou collectifs, ainsi qu'en situation de crise ou de catastrophe. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de permettre aux citoyens de bénéficier de soins de qualité au plus près de leur lieu de résidence. Donc, pour répondre à cet objectif, nous avons mis en place plusieurs actions et plusieurs moyens. Le premier est donc l'harmonisation des pratiques et des protocoles de prise en charge, donc mettre en commun différents protocoles de prise en charge des patients, par une formation commune des professionnels, les formations diplômantes, notamment le master, par le développement d'outils innovants, donc l'hôpital mobile, un drone, un poste de commandement mobile, une cartographie sanitaire des moyens et des ressources, et une application métier d'incidents multivictimes. Et enfin, par de la recherche et de la publication scientifique sur la traumatologie grave. Donc, vous avez représenté ici le schéma général donc, du projet, avec au centre la coordination du projet, qui est donc portée par le CHU de Toulouse, et en étoile, les différentes actions qui sont menées. Donc, une action communication qui est portée par la Navarra Biomed, une action gestion des grands événements qui est portée par le CH de Bayonne, une action coopération en médecine traumatologique et de catastrophe donc par le SEM de Barcelone, également une action formation et pédagogie, également par le SEM, et enfin une action recherche, innovation technologique qui est portée par le CHU de Toulouse. Alors, parmi les actions autour des innovations, de l'action sur les innovations technologiques que le CHU de Toulouse porte, il y a l'innovation autour des outils de communication. Donc, nous avons commandé une antenne satellitaire qui est donc fixée sur l'hôpital mobile et qui permet de générer un réseau Wi-Fi à 100 mètres. Donc, ce réseau viendra en suppléance quand l'hôpital mobile sera déployé dans des zones un peu isolées où il n'y a pas du tout de réseau. Cette antenne permettra de suppléer pour ce réseau. Nous avons également un drone filaire que donc, nous avons commandé et développé avec une entreprise. Donc, ce drone contient 2 caméras. Donc, et parmi les 2 caméras, on a une caméra thermique. Ce drone peut aller jusqu'à 50 mètres de hauteur et peut prendre des images vidéo jusqu'à 50 à 100 mètres autour de la zone. Donc, l'objectif de ce drone, il peut aussi bien évidemment se tenir en stationnaire que être déployé pour survoler des zones indifféremment. L'objectif, c'est de le déployer pendant des exercices de catastrophe, de simulation, mais aussi lors de dispositifs prudentiels. Actuellement, les professionnels que nous avons sélectionnés, qui sont maintenant des experts sur les drones, sont au nombre de 6, donc pour le SAMU 31. Donc, ils sont en cours de formation, ils sont en cours aussi de diplôme, puisque ils doivent tous passer un diplôme validé par la DGAC. Et le 7 juillet, ils auront la formation spécifique donc, pour l'utilisation de ce drone. Et le 8, il est prévu une démonstration avec une communication à la presse pour les fonctionnalités de ce drone.
Nous avons également développé l'hôpital mobile dont vous avez dû entendre parler, UMPO. Donc cet hôpital mobile, à la base, est un shelter, donc ça a été fait en association et en collaboration avec l'entreprise Cegelec, qui est une entreprise toulousaine. Donc ces shelters sont utilisés par l'armée sur des théâtres d'opérations militaires. Et donc la particularité de ces shelters, c'est de pouvoir se déployer en 5 ou 6 cellules. Donc dans le cas échéant, il s'agit d'un abri déployable en 5 cellules pour atteindre une superficie totale de 65 mètres carrés. Donc ce shelter, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il peut être transporté. Donc on a aussi un camion associé avec ce shelter qui peut nous transporter l'hôpital mobile sur n'importe quel site où on aura besoin pour une catastrophe ou dans le cadre d'un exercice, encore une fois, pour tester l'utilisation de ce shelter. C'est le premier outil que l'on a pu développer dans le projet puisqu'il est fonctionnel depuis septembre 2020. Et depuis septembre 2020, il a été déployé en différentes situations, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, on a pu répondre et finalement s'adapter à la situation de la crise sanitaire à la Covid-19. Il a été déployé pour du dépistage en masse en Haute-Garonne. Il a été aussi en support ponctuel du service des urgences du centre hospitalier de Bayonne. Également support pour la vaccination en Navarre et en Haute-Garonne également. Donc nous avons une petite vidéo justement qui présente le déploiement et qui présente également toutes les fonctionnalités de l'hôpital mobile. Et donc après cette vidéo, je laisse le prochain orateur s'exprimer sur les autres outils et actions que nous menons dans le projet. Merci. Alors, c'est un prototype en fait qui a été développé grâce au programme POCNIFA et Galurge. C'est un prototype qui vise un petit peu à apporter une solution innovante dans le déploiement de solutions sanitaires mobiles. Il y en a d'autres qui sont rapides à déployer mais qui ne sont pas très confortables, pas très ergonomiques, comme des tentes par exemple. Et nous, ce qu'on voulait, c'était une solution qui est un petit peu tout ça, c'est-à-dire qui soit à la fois en dur, avec du confort de travail dans lequel on puisse faire beaucoup de choses, qui soit rapide à déployer et qui soit très polyvalente et autonome. Et puis, il se déploie comme ça, il multiplie sa surface par 6 pour devenir un hôpital qui peut être polyvalent. Au maximum, on peut accueillir 18 patients dans cet hôpital, on va dire en configuration post-médicale avancée. Et puis, dans des configurations un peu plus confortables, on peut rentrer jusqu'à une dizaine de patients dans des box qui sont des petits box dans lesquels on peut faire de la réanimation, de la vaccination, du prélèvement Covid par exemple. Et donc, on va dire contrainte entre 10 et 18 patients simultanés avec à bord tout le matériel médical nécessaire. La deuxième spécificité, c'est son autonomie technique avec une réserve en eau, en électricité, en gaz médicaux, en oxygène en fait, qui nous permettent d'assurer dans toutes les configurations 2 heures d'autonomie, quel que soit le type de sinistre auquel on a à faire face. Donc, on peut imaginer un attentat ou une catastrophe qui implique de nombreuses victimes. L'hôpital peut commencer à prendre en charge des victimes avec tout ce qu'il a à bord, sans apport extérieur, que ce soit d'électricité, d'eau, etc., pour plusieurs heures. Merci beaucoup, Vanessa, pour ta présentation. Comme elle a bien dit, on va maintenant passer à l'orateur suivant. Et ce sera Thomas Belsunegui Otano, qui est directeur scientifique d'Egalurg en Navarre, avec un long contexte dans les urgences, puisqu'il a été directeur des services des urgences en Navarre. Et maintenant, il est vice-doyen du diplôme de médecine à l'Université publique de Navarre, et qui a été mis en place récemment. Donc voilà, Thomas, quand tu veux, tu peux parler.
Bonjour à tous, merci Pidats de m'avoir présenté. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir de participer ici comme orateur et d'expliquer ce que la Navarre fait dans ce projet vraiment très intéressant de collaboration internationale dans le contexte des urgences. Je vais partager mon écran pour pouvoir continuer avec cette présentation. Voilà. Je vais vous expliquer brièvement un peu ce que nous faisons en Navarre. Vanessa a expliqué les actions et nous participons de manière active dans la cartographie, c'est-à-dire dans la conception de l'application informatique qui va servir à localiser toutes les ressources des actions 3 et 4. L'action 3, comme on vous a expliqué, ce sont les gestions des grandes catastrophes ou des grands événements dans tout le territoire. Et donc, il y a un territoire ici très festif et donc il y a un grand nombre d'événements et un grand nombre de personnes à chaque fois et un risque élevé. Donc. Et le premier problème qu'on avait pour dire les choses d'une certaine manière, c'est qu'il y avait beaucoup de grands événements dans cette même région. Et un des premiers travaux à mener à bien, c'est un peu une taxonomie pour homogénéiser ces événements. Et là, on a défini les caractéristiques des événements et on a ouvert les enquêtes, les investigations pour obtenir les informations donc, sur lesquelles on s'est mis d'accord dans le groupe de travail. Ensuite, on va tout stocker dans une base de données qui se transmettra, qui alimentera la cartographie. Et donc ça, c'est pour l'action 3. Et Nicolas en parlera encore plus quand il nous racontera de ce que fait Bayonne à ce sujet. Ensuite, l'action 4, qui est dirigée par le SEM de Catalogne, c'est pour localiser les ressources sanitaires d'urgence. Il est important de savoir quels sont les moyens que nous avons quand il y a une situation d'urgence. Et la cartographie que l'on va pouvoir générer dans cette application va nous aider à localiser et avec beaucoup de détails toutes ces ressources. Et donc, pour l'activité 3.1, c'est pour lister tous les dispositifs qu'il y a pour les grandes concentrations. Donc, comme cela, sur une carte, on pourra visualiser tous ces problèmes qui pourraient survenir. On pourrait aider l'organisation pour que les dispositifs soient montés de manière efficace. Et ensuite, on pourra repérer les événements similaires sur la carte. Et pour qu'on sache aussi quelles sont les ressources disponibles et les caractéristiques des participants. Et comme cela, on verra un peu toutes les ressources dont on a besoin pour chaque événement et qui doivent se déplacer. Et ensuite, on pourra filtrer ce répertoire avec des variables que l'application informatique nous pourra donner. Donc, par exemple, on pourra avoir des ambulances conventionnelles, des ambulances d'urgence, des hélicoptères. Où est l'hôpital le plus proche? Quels sont les points d'urgence les plus proches? Et en ce qui concerne les actions 3 et 4, dirigées par la Bayonne et la Catalogne, et la Navarre va elle aussi concevoir donc ces cartographies pour ces autres territoires. Et en ce qui concerne l'action numéro 5, qui va voir avec la formation et la pédagogie, notre but, c'est de proposer des cours de simulation avec des outils. Tout le monde connaît la simulation en situation d'urgence qu'on fait dans des hôpitaux. On a tous fait ce genre de cours, mais il y a moins de formation en ce qui concerne la gestion de patients en situation de multi-victimes et il y a moins d'entraînement de transport de patients par hélicoptère ou d'hélicoptère ambulance ou d'ambulance hélicoptère. Et donc, notre idée, c'était de commencer à avoir des formations avec pour des instructeurs aussi, où on aurait des processus en commun pour ces cours. Mais bien sûr, la pandémie Covid a coupé toutes ces possibilités.
Et donc, on aurait voulu commencer en mars 2020. C'est juste à ce moment-là que la pandémie a commencé. Donc, il n'a pas été possible de mener à bien ces formations d'instructeurs. Et bien sûr, tous les médecins ont été très occupés. Et donc, cet arrêt nous a quand même permis à nous dédier à voir quelles sont les possibilités d'innovation, de création pour pouvoir avoir ces scénarios de manière plus facile. Donc, on a travaillé sur le fait de générer une plateforme pour laquelle une ambulance pourrait donc se déplacer, comme elle le fait sur une route. Ou alors, on a un prototype aussi de zone de simulation pour les soins en hélicoptère. Donc, ces deux éléments, ces deux projets sont maniables dans l'espace et le temps. On peut faire des cours pour les instructeurs, mais ce sont bien sûr des cours très chers. Donc, à l'heure actuelle, nous nous concentrons sur la réalisation d'une application informatique qui nous permet d'avoir des exercices pour les élèves, pour la sélection, le triage en situation de blessure ou de nombreuses victimes. Et aussi, on aura un cours pour les instructeurs d'utilisation d'hélicoptères et de manipulation des patients dans ces situations s'il y a des hélicoptères. Et en ce qui concerne l'action numéro 6, c'est la création d'un registre régional des patients polytraumatisés. Donc là, on a l'expérience de Toulouse ou de la communauté de Navarre qui ont toujours recueilli ces données ou qui ont une habitude de recueillir ces données. Et nous voulons avoir une base de données commune. Il y a un travail qui a déjà été mené, c'est l'analyse des différentes variables que nous avons dans les différentes bases existantes. Et ensuite, nous avons fait tout un travail d'homogénéisation. Et aussi, nous travaillons sur cette application informatique. Et nous avons recherché donc 2655 cas de la Navarre. Et donc, nous pouvons ainsi savoir quel est le taux de survie, quelle est la typologie des accidents, comment est-ce qu'on les transporte, le temps de réponse et ainsi de suite. Et l'objectif, à l'heure actuelle, c'est de créer ou d'incorporer des données dans notre application des autres bases de données de Toulouse et de Bayonne. Et aussi, nous voulons créer une interface de données pour inclure les autres territoires où il n'y a pas ces bases de données. Et au final, nous voulons être capables d'utiliser ces données en faisant des interrogations dans les bases de données en fonction des caractéristiques de nos patients. Au final, ce que l'on veut, c'est connaître quelles sont les bonnes pratiques qui sont menées à bien dans les différents endroits et qu'elles aussi augmentent, bien sûr, la survie de nos patients. Et cette application fonctionne déjà et nous voulons qu'elle soit complètement terminée dans les prochains mois. En ce qui concerne l'utilisation de l'UMPO en Navarre, comme l'a dit Vanessa, nous l'avons utilisé aussi pour la vaccination. En janvier-février, on a eu 8 déploiements dans 4 lieux de Navarre. Donc, comme j'ai dit, c'était en janvier-février 2021, cette année. Et l'expérience a été vraiment très bonne. Ça a été vraiment insuperable. Et c'est-à-dire qu'on a évité des déplacements de patients, des grands dépendants, que sinon, ils auraient dû se déplacer de nombreux kilomètres plus loin. Et selon cette expérience, on voit qu'avec du personnel bien formé et avec le temps de montage qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, eh bien, nous n'avons eu aucun problème technique. Et bien sûr, il faut juste être attentif que dans le contexte Covid dans lequel nous sommes, il ne faut pas avoir les portes des habitacles fermées, car sinon le CO2 augmente et il peut y avoir des problèmes de transmission donc de virus.
Au final, comme je dis, notre expérience avec l'UMPO était vraiment très bonne. Et voilà, de mon côté, c'est tout. On arrive donc maintenant à l'été, donc je vous invite à visiter la Navarre et je vous le dis dans différentes langues. Eskerrik asko zuen arretagatik. Merci pour votre attention. Gracias por su atención. Merci beaucoup, Thomas, pour ton intervention. Nous allons maintenant écouter Jorge Morales, qui est donc le directeur du système d'urgence à Catalogne. Le docteur Anthony Encinas de la SEM n'a pas pu venir pour une raison urgente de dernière minute. Et donc, voilà, il va nous parler aussi de Egalo. Quand vous voulez. Hola, buenas tardes. Bonjour, Eh, ¿oye vous bien? m'entendez bien? Hola. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bonjour à tous. Bona tarda a tothom. Bon tarda a tothom en catalan. Donc, je voulais dire que pour des motifs urgents, le docteur Hansen ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais depuis le SEM, en tant qu'organisation, ce qui est très clair pour nous, c'est de voir les difficultés que l'on a et surtout les besoins que l'on a de travailler ensemble avec divers protocoles qui pourraient nous rassembler, notamment dans cette zone transfrontalière où il y a beaucoup de dispersion démographique, donc de population isolée et une capacité de ressources limitée, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques de la région. Alors, déjà, il a été dit plusieurs choses. Mes autres compagnons ont parlé donc de la Navarre et de Toulouse et des grands problèmes qui a à voir avec les systèmes d'urgence dans ces zones transfrontalières. C'est tout ce que on peut avoir dans les grandes catastrophes, dans les situations où il y a de nombreuses victimes, où il faut coopérer et vraiment coopérer de manière très étroite, puisque ces pathologies différentes, ces catastrophes ne connaissent pas de frontières ou de langues différentes et de situations qui soient limitées à un seul endroit. Et donc, c'est un impact pour tous. Et donc, parfois, il peut y avoir une absence de réponse des différents systèmes. Et par rapport à tout ce qui a été dit auparavant, la cartographie comme tout le projet dans son ensemble, ce qu'il cherche à faire, c'est que dans tout le territoire transpyrénéen, on veut donner des réponses aux situations avec un grand impact sur nos patients. No sé si se ve bien esta. Los ejemplos aquí. No, se ve. A ver, Perdón. disculpe, arriba Désolé. tienes opciones de Alors, en presentación. haut, vous avez des options de présentation. Oui, Sí, es que voilà. parece que la conexión se hace un Je poco crois que la inestable connexion y est un justo petit va peu a- instable. Désolé. Vale, Hein. dale a la pestañita para intentar Allez-y. abrirlo otra vez. Il faut appuyer encore une fois pour essayer de rouvrir encore une fois. Espera, Bon, que- attendez. que- Vale, arriba tienes opciones de Il y a des options presentación. de présentation Pulsabas tout casi en encima haut. de Tu él. étais avec la flèche presque Cambiar la vista dessus. es Voilà, Ahí, comme là. voilà. Vale. C'est bon. Vale. C'est Ahí bon, está. merci. Dentro de Alors, las acciones parmi que les hemos actions comentado, que nous avons commentées, una de las eh bien, que nos implican il y a une directamente, action nos qui nous impactan implique en directement Cataluña, ici au es SEM de precisamente la Catalogne, puesta en marcha de c'est protocolos la conjuntos de mise actuación en en situaciones de crisis œuvre de sanitarias. ¿Y protocoles esto qué quiere decir? pour différentes situations de crise Todo lo que sanitaire. hemos hecho Qu'est-ce de qui veut dire? cartografía está Donc, muy tout bien, ce todo qu'on lo a que fait hemos pour la hecho cartographie, c'est très simulaciones bien. Les bien, simulations, c'est très todo bien. esto Et la teoría en es théorie, muy c'est interesante, extrêmement pero lo más intéressant. importante Et es mais que ce nos qui est plus comprendamos, encore intéressant, c'est que que ya nous nous per comprenions. se hablamos Et idiomas donc, nous diferentes, parlons nuestros sistemas différentes son diferentes, langues, nos systèmes con sont lo cual différents. Et donc, intentar casar essayer los protocolos de de atención a ambos lados de chasser la tous les frontera entre protocoles diferentes sanitaires sistemas deux côtés de la emergencias con frontière diferentes et tipos de avec des ya ha sido systèmes complejo. Por sanitaires eso es tan différents, c'est vraiment importante complexe. Alors, c'est pour cela qu'il est très los protocolos de atención important que les sanitaria protocoles sean uniformes communs
de situation sanitaire soient uniformes et simples pour qu'on puisse tous les suivre dans tous les systèmes. Autre action qui nous impacte tous directement et qui a déjà eu lieu dans d'autres accords transfrontaliers, c'est la base sur laquelle on est en train de travailler pour prendre en charge les patients lorsqu'il y a de nombreuses victimes, et notamment si on parle de médecine traumatologique. Et d'un autre côté, on a parlé donc de formation, on vous a expliqué ce besoin d'avoir des espaces où développer des systèmes de triage et des évaluations et des transferts de patients critiques ou potentiellement critiques et réduire le temps de prise en charge et amener les patients dans les lieux où on peut leur fournir la meilleure prise en charge, ou en tout cas celle qui est nécessaire. Et donc, avec le SEM, nous avons créé ce master européen des catastrophes, des désastres. Bien sûr, nous avons tous eu un grand impact sur tous les systèmes sanitaires cette dernière année et donc on n'a pas pu avancer sur toutes les étapes au même rythme. Mais il y a une chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est que nous voudrions avoir un master donc, qui inclut tous les aspects de la catastrophe, depuis la préparation, la réponse, la récupération et l'atténuation et l'apprentissage continu avec un contenu qui ne va pas juste parler de la prise en charge des soins, mais qu'il y ait aussi quelque chose qui aille au-delà, c'est-à-dire la réponse sur site de soins primaires basiques et ainsi de suite, et ensuite d'aller au-delà. Donc, il y a aussi un profil un peu intermédiaire qui exige une planification de tous les risques que nous avons dans cette zone transfrontalière et comment on doit répondre à la catastrophe sur différents niveaux. Ça peut être donc la prise en charge, l'accompagnement et aussi l'engrenage des systèmes, pas seulement pour les soins hospitaliers, mais aussi pour le réseau sanitaire et pour les risques en général. Nous savons que nous n'agissons jamais seuls, mais au sein d'organisations, différentes organisations ou accompagnés donc par les autres systèmes des autres pays et territoires. Il y a aussi donc ce profil opérationnel et on a donc ces deux profils de l'opérateur, des profils aussi d'assistance. Et donc, voilà ce que ça va être dans notre système. Quel est l'objectif final de cette formation? Eh bien, nous voulons avoir cette coordination entre l'Université de Barcelone, l'Université de Toulouse et d'autres entités avec lesquelles nous travaillons, et notamment donc d'autres entités du projet EGALOG. Une autre partie du projet, c'est donc utiliser les outils créés par nos collègues de Toulouse, de Navarre et de Bayonne pour pouvoir les intégrer dans un projet commun. Et un des besoins que nous avons vu ce camion qui a agi donc en Navarre et à Toulouse, on peut le déployer et on peut montrer le potentiel qu'il a. Et donc, nous avons programmé toute une série d'actions. La première aura lieu le 6 juillet au Palais des Congrès de Manresa pour former toutes les personnes qui pourraient utiliser ce véhicule pour les prochains mois et années. Et d'un autre côté, on a aussi voulu intégrer cela dans les campagnes des feux de forêt de l'été, etc. Et on va parler maintenant de la coopération territoriale d'urgence médicale qui ne peut pas se passer d'une plateforme avec laquelle on pourrait communiquer entre les différentes unités. Désolé, le son a été coupé. Donc, alors on aurait très bien une cartographie des ressources pour voir là où on a besoin d'agir, avec quels moyens.
quel que soit l'endroit, mais aussi il faut que l'on puisse s'auto-activer mutuellement sans avoir besoin d'un appel téléphonique, juste voir quelles sont les ressources, voilà, que l'on arrête de perdre du temps par des demandes, qu'on ait un système développé conjoint pour pouvoir, comme je le disais, repérer les moyens et avoir une centrale de coordination en temps réel. Et la centrale de coordination qui a reçu l'information de l'incident puisse donc elle-même coordonner toutes les unités sur son territoire en temps réel et demander les dispositifs qu'il y a de localiser qui sont les plus adéquats pour prendre en charge les patients. Voilà. De notre côté, grosso modo, ce sont les actions que nous menons avec nos compagnons, donc de tous les territoires transfrontaliers. Et je vous remercie de cette invitation. Merci beaucoup, Jorge, merci, Yupi, et merci d'avoir remplacé Anthony. Nous savons que dans ces périodes de temps, vous avez vraiment beaucoup de travail. Alors, nous allons passer à la dernière intervention de cette séance. Donc, Nicolas Atto, qui est à Bayonne, et donc au centre hospitalier de la Côte Basque, et qui va parler du projet au sein du SAMU 64. Allez-y, Nicolas. Bonjour à tous et merci aussi pour cette invitation. Donc, je suis avec le docteur Deru qui fait partie du projet aussi à Bayonne. On est une petite équipe. Nous saluons le docteur Go et le docteur La Rosa qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui sont très actifs sur ce projet aussi. Je vais essayer de partager l'écran avec vous si je peux. Tac. Donc, hop, partager. Donc, concernant Bayonne, bon, on va faire une petite présentation. Si ça veut bien marcher. Voilà, donc comme l'équipe du SAMU, du CH de la Côte Basque, est tout à fait très contente de participer à cette expérience et à ce projet transfrontalier. Nous avons, comme vous le savez, un centre hospitalier qui se situe tout à l'ouest de la chaîne pyrénéenne, dans une zone, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, très festive, où il y a beaucoup de grands événements, et du coup Bayonne est très actif et a une grande expérience dans l'organisation sanitaire de ces événements, puisque nous gérons les fêtes de Bayonne depuis 20 ans maintenant sur le plan sanitaire, dans l'organisation sanitaire de ce grand événement. Et nous avons aussi beaucoup d'actions avec nos collègues espagnols, puisque nous fêtons avec Egalurge notre 6e participation à un projet transfrontalier européen. Donc nous sommes très contents de continuer à travailler avec nos collègues espagnols notamment, et avec nos confrères toulousains maintenant, et de Perpignan, etc. Les actions de Bayonne, nous avons également, comme tout le monde maintenant, utilisé l'UMPO, l'unité mobile, l'hôpital mobile, qui a eu le privilège d'être déployé pour la première fois sur la Côte Basque, entre guillemets. Dans le cadre de la pandémie du Covid, la structure a été déployée du coup, devant les urgences de l'hôpital de Bayonne pour accueillir les patients valides, non graves, dans le contexte de Covid. Ça a permis de laisser beaucoup de place dans l'hôpital pour prendre en charge les patients Covid qui arrivaient nombreux et de séparer les patients Covid des patients non Covid. Donc, c'était une première expérience d'anticipation aussi d'un afflux massif si besoin. On a eu la chance de prendre en charge 266 patients en tout sur la période du 9 novembre au 5 décembre 2020. Donc 266 patients assez jeunes puisqu'ils étaient valides et non graves, et essentiellement de la traumatologie. Donc on a pu travailler très confortablement et tester surtout l'UMPO dans des situations un petit peu atypiques pour la première fois. C'était une très belle expérience. On remercie nos collègues toulousains d'avoir travaillé aussi fort et de nous avoir prêté leur UMPO. On a pu faire évoluer cet outil, notamment parce que, comme vous le savez, chez nous, c'est très vert parce qu'il pleut beaucoup. Donc, en termes d'isolation, d'étanchéité, etc., on a pu travailler parce qu'il y a eu quelques fuites initialement qu'on a pu réparer. On a travaillé sur l'accessibilité de cette UMPO également pour faire monter des patients moins valides à l'aide d'une rampe d'accès, ce qui nous permettait d'amener des patients qui avaient à mobilité réduite à l'intérieur de l'UMPO. Donc, on a bien travaillé dedans. C'était une très belle expérience et un premier déploiement vraiment actif de l'UMPO. Donc, on est assez content d'avoir participé à cela.
Pour la suite, comme je vous l'ai dit, Bayonne a été intégré dans ce projet, notamment pour son expérience dans la gestion des grands événements. Donc, on a fait un projet d'étude à un niveau européen, voire international, concernant les dispositifs sanitaires déployés lors des grands événements, quels qu'ils soient, fête de Pampelune, fête de Bayonne, en pensant aussi aux grands événements comme les fêtes nationales aux États-Unis ou la fête de la bière ou que sais-je encore, tous ces grands événements qui réunissent des millions de personnes. Nous avions prévu effectivement de faire des voyages d'études et des déplacements et des partenariats internationaux dans ce cadre qui malheureusement ont été remis en cause, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, par la pandémie et par le Covid. L'objectif à terme, c'est de proposer, concernant ces grands événements, des guidelines internationales ou au moins européennes concernant les bonnes pratiques basées sur la classification du risque en fonction des événements, qu'ils soient religieux, festifs, sportifs ou autres. Nous participons également donc à ce projet de cartographie dynamique. Donc, je ne reviens pas sur tous les intérêts de cette cartographie concernant les structures de soins existantes et les possibilités d'accès aux soins en fonction des zones à un instant T. Nous rentrons dans ce projet surtout pour intégrer dans cette cartographie tous les grands événements qui ont lieu sur le territoire POCTEFA en transpyrénéen, intégrer ces grands événements avec les grandes lignes de l'organisation et surtout une possibilité de partage et d'échange entre les différents partenaires pour prendre en charge et pour harmoniser nos pratiques sur ces grands événements, comme on le fait déjà depuis longtemps avec Pampelune, notamment avec des échanges, avec des déplacements transfrontaliers. Donc, on aimerait bien élargir tout ça pour la gestion de ces festivités. Donc, voilà, on va continuer à vous présenter un peu notre projet bayonnais dans le POCTEFA et Galurge. En vous parlant de cette boîte jaune que vous voyez ici, qui n'est tout sauf une boîte, puisque c'est un poste mobile de régulation, qui est le pendant et le petit frère de l'UMPO, de l'hôpital mobile. Donc, c'est la partie innovation et technologie à laquelle nous avons participé en créant une unité mobile autonome de coordination et de gestion médicale de la catastrophe ou d'un grand événement potentiel. C'est-à-dire qu'on déploie cette unité de coordination médicale auprès de l'hôpital mobile pour une plus grande complémentarité, c'est-à-dire que ça devient un point névralgique de communication et de logistique médicale entre le lieu même de la catastrophe, l'hôpital mobile et les centres hospitaliers et les capacités de soins qui sont proposées alentour. Ça permet évidemment de gérer in situ la catastrophe dans la coordination des soins médicaux, sans amener la catastrophe directement vers les centres hospitaliers, de la gérer en amont, in situ, pour ne pas transposer la catastrophe aux hôpitaux et aux structures de soins alentours, en la gérant vraiment en amont. Pour ça, cette unité mobile de régulation médicale est dotée d'un réseau autonome radio, satellite, Internet, qui permet une communication avec effectivement tous les SAMU et les centres de coordination médicale alentour, et les hôpitaux évidemment, et de gérer vraiment tout ça sur place. Donc cette unité mobile a été développée à Toulouse et également avec l'aide de nos confrères toulousains qui sont toujours auprès desquels nous sommes toujours et vice-versa. Donc voilà, cette unité mobile, elle se transporte, comme vous le voyez, assez facilement avec des véhicules 4x4. Elle est directement autonome, elle dispose aussi d'une autonomie électrique, d'une autonomie radio et satellite, ce qui permet de la mener sur les lieux de la catastrophe et de créer un réseau de communication locale et alentour immédiatement, avec seulement des systèmes autonomes et automatiques, ce qui est très simple d'utilisation. L'objectif, on l'espère, c'est que cette unité soit déployée très rapidement sur les grands événements, si ceux-ci reprennent après la pandémie, et pour les exercices à venir auprès de nos collègues de Barcelone, Toulouse ou Pampelune, pour essayer de la développer encore plus, pour essayer de la tester et puis de faire en sorte qu'on continue à coopérer et à partager nos outils. Voilà, cet outil est presque terminé, donc plus que l'antenne satellite qui est en cours de finalisation, elle sera complètement autonome et prête à être utilisée. Voilà pour la partie bayonnaise de
de ce projet. Nous sommes très fiers d'y participer. Le SAMU de Bayonne est toujours très actif sur ces projets transfrontaliers et très content de collaborer avec tous nos collègues espagnols et français. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas, Fabrice. Merci de votre travail et d'être ici. Comme j'ai dit au départ, eh bien, une fois que les interventions ont été faites, on va ouvrir un petit temps de parole, de questions-réponses. Et donc, on a quelque chose, des entités françaises, je vais les lire. Et Bonjour ensuite on va et un grand bravo pour votre projet qui pourra être déployé sur toute la frontière et vous féliciter pour votre capacité d'adaptation à la crise sanitaire. Une question. Lors du passage de la frontière et d'intervention dans les pays voisins, êtes-vous obligé de changer d'équipe médicale? Plus précisément, ce sont les équipes du CHU de Toulouse qui ont vacciné en Navarre ou ce sont les équipes médicales navarraises? Alors, si Nicolas, Vanessa, podéis... Alors, est-ce quitar la que cámara y el peut-être micro y que vous responder, por pouvez favor? répondre, Nicolas ou Vanessa, s'il vous plaît? Ouvrir vos caméras et répondre. Et votre micro. Oui, alors en ce qui concerne la vaccination en Navarre, alors effectivement, enfin, les équipes de Toulouse n'y sont pas allées et c'était uniquement les équipes de Navarre qui ont géré la vaccination. Nous, on n'a fait que mettre à disposition l'hôpital mobile et après, eux ont géré sur place. En fait, on les a formés au déploiement de l'hôpital mobile, à son utilisation et après, les Navarrais ont été complètement autonomes dans l'utilisation de UMPO pour leur campagne de vaccination. Peut-être que Thomas veut rajouter quelque chose. Oui, pour rajouter un peu ce qu'a dit Vanessa, oui, c'est vrai que Toulouse nous a laissé l'hôpital mobile pendant 1 mois et demi et ils nous ont accueillis aussi pendant quelques jours pour que notre personnel apprenne à déployer l'équipement. Et donc, d'ailleurs, nous sommes très reconnaissants aux gens de Toulouse de leur amabilité et de la belle manière dans laquelle ils nous ont formé notre personnel, puisque ensuite, quand ils sont revenus en Navarre, ils n'ont eu aucun problème. Mais les professionnels qui, eux, ont vacciné les patients au sein de l'hôpital mobile étaient du service de Navarre. Merci d'avoir répondu et merci à Jean-Louis Val qui a fait la question. On a une autre question sur l'UMPO. On pourrait imaginer la création d'autres unités UMPO qui pourraient se déplacer. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait avoir plus de camions? Merci beaucoup. Vanessa, est-ce que vous voulez peut-être répondre? Oui, bah, en tout cas, on continue à collaborer avec la société CGLEC qui a donc développé avec nous l'UMPO. Donc l'UMPO est un modèle, un prototype unique. Je sais que d'autres régions en France sont intéressées et vont en commander. Du coup, la région, enfin bon, sans les nommer, d'autres régions vont en commander. Donc, c'est un projet, en tout cas, pour étendre, en tout cas, le développement et la création d'autres hôpitaux mobiles de ce concept. Merci beaucoup. Cette question, c'est pour le SEM. Comment est-ce que vous avez pensé au master? Comment vous avez pu concevoir cette formation conjointe, ce master? Et est-ce qu'il y a d'autres universités ou d'autres institutions qui vont s'intégrer directement à l'avenir à ce master? Alors, master a été décidé parce qu'il y a un grand nombre de différents masters de médecine d'urgence, de médecine critique, et il y a différentes écoles qui essayent parler des soins hospitaliers et une toute petite partie est consacrée à la médecine de catastrophes ou de là où il y a de nombreuses victimes. Et donc,
on a exploré le marché de formation universitaire qui existe et qui s'adresse à différents profils professionnels, donc depuis l'accompagnement, les premiers soins d'urgence, de base, jusqu'à la haute spécificité de différentes typologies. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a peu d'offres de formation en ce qui concerne la façon dont nous devons nous organiser lorsqu'on a de nombreuses victimes et comment se coordonner avec d'autres services qui sont proches de nous. Ça peut être, dans notre cas, par exemple, avec les pompiers, la police et différentes polices et d'autres corps d'urgence. Comment planifier, et on l'a tous vu avec la COVID, il y a eu un impact très fort sur les différentes organisations et sur la capacité de réponse du système sanitaire qui a dû vraiment s'adapter à une situation qui est encore en train de se bloquer, de durer. Et donc, avec tous ces incidents, au fil des années, on a remis en question la capacité de réponse des organisations. Et cette capacité de réponse, c'est pas seulement apprendre à faire le triage ou à développer une certaine technique que l'on va mettre en œuvre dans certains patients ou utiliser pour certains patients, identifier les risques naturels, les capacités d'accompagnement de la région, du système sanitaire et regarder quelles sont les synergies qu'on peut avoir avec les systèmes autour. Et cela n'est pas enseigné ou très peu. Désolé, le son est coupé. Donc, il n'y a pas d'espace formatif en ce sens. Et donc, pour la deuxième partie de la question, c'est déjà difficile de faire une cartographie avec quatre ou cinq universités puisque les prérequis européens sont déjà très importants. Alors, quelle est notre étoile polaire, notre but ultime avec ce master? Bien sûr, c'est faire une alliance, pas seulement entre deux universités, comme ici l'Université de Barcelone et Toulouse, mais nous aimerions être de différentes universités de notre environnement et différentes organisations avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir avoir ce master Erasmus+, et donc il y a cette capacité d'enseignement, mais que l'on apprenne aussi surtout des autres systèmes, des autres expériences, des autres endroits. Et l'apprentissage le plus important dans nos vies, c'est justement ces 18 mois qu'on vient de vivre avec la COVID. On a tous eu des incidents avec de multiples victimes, que ce soit intentionnellement ou avec des risques technologiques et naturels. Et il faut chercher la capacité de réponse du système en général et pas seulement de ces unités qui sont sur le terrain en premier lieu. Il faut que l'on progresse, que l'on avance. Bien sûr, ça c'est la première graine, mais le chemin va être beaucoup plus long. Donc la réponse est oui, on a des projets que tout ceci arrive à toutes les zones transfrontalières et pas seulement ici, mais d'autres parties du monde pour que l'on puisse s'enrichir de ces différentes expériences. Merci, Jorge Yoli. Je vais lire une dernière question. Bonjour. En ce qui concerne la base de données que Thomas a mentionnée, est-ce que c'est une base de données d'accès privé? Est-ce qu'on pourra y accéder depuis d'autres centres hospitaliers ou pas? Alors, à l'heure actuelle, c'est une base de données restreinte et qui va être restreinte aux partenaires, aux hôpitaux partenaires. L'objectif, c'est que l'utilisation, que l'on fasse des données, puisse être bénéfique pour les différents systèmes d'urgence des hôpitaux partenaires. Donc, à l'heure actuelle, la réponse, c'est que ça ne va pas être une base de données d'accès public et seulement restreinte aux partenaires. Merci Thomas. Et donc, nous allons maintenant terminer notre webinaire et
Je vais juste donner la parole à Vanessa pour conclure, qui va fermer donc cette séance d'aujourd'hui. S'il y a encore des questions, eh bien, je vais dans le chat vous donner le web d'Egalogue et vous pourrez nous envoyer donc vos questions par ce mail. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes connectées. Vanessa, je vous donne la parole. Merci. Oui, merci Bidat. Tout d'abord, je voulais remercier la Navarra Biomed d'avoir organisé ce webinaire. Donc, c'était vraiment un plaisir pour le CHU de Toulouse de participer et de présenter donc, les avancées du projet Egalurge et la collaboration et de montrer la collaboration que l'on a actuellement avec donc, nos partenaires d'Espagne et de France. Donc, pour résumer, on a pu développer un certain nombre d'outils et d'innovations, tout au service du patient dans la thématique de la médecine d'urgence et de catastrophe. On est à peu près à mi-parcours, un peu plus de mi-parcours du projet puisqu'il a été initié en décembre 2019. Il nous reste maintenant une année pour terminer le projet. Pendant cette année, ça va être surtout une phase opérationnelle pendant laquelle on va mettre en application toutes ces innovations, également faire des démonstrations avec des exercices de simulation et des exercices de catastrophe. On en a prévu au moins 2 pendant cette période. Et puis également, on a prévu un workshop le 7 octobre 2021, ainsi qu'un congrès de plus grande envergure, certainement international, qui clôturera donc le projet en mai 2022. Et donc, pour finir, ce qu'on souhaitait dire aussi, c'est qu'évidemment, il y aura un Egalurge 2 que l'on soumettra sur la prochaine programmation POCTEFA, qui sera la suite des actions que l'on a menées jusqu'à présent. Bon, tout n'est pas encore dimensionné, mais on a déjà quand même quelques pistes sur l'orientation de cet Egalurge 2. Et donc, on espère que nos partenaires actuels continueront l'aventure avec nous et participeront sur de nouvelles actions et de nouvelles aventures. Voilà, merci à tous et puis à bientôt.